Salut Bruno. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir dans ton bureau. Tu es chercheur au CNRS à Sciences Po. Tu es spécialiste des questions de travail s'il en est et de protection sociale, etc., etc. Tu viens de participer à un ouvrage collectif qui s'appelle Que sait-on du travail, publié aux presses de Sciences Po. C'est un ouvrage collectif avec une soixantaine de chercheurs et de chercheuses de spécialités différentes. Vous vous intéressez donc à cette question du travail qui dans cette campagne européenne et puis maintenant courte campagne législative est un peu mise de côté. On en parle finalement relativement peu. On va y revenir dans un deuxième temps de cette interview. Mais d'abord, sur la question du travail, vous revenez souvent sur la question du ressentiment social des travailleurs et des travailleuses à l'égard notamment du travail qu'ils font. Comment tu caractérises ce ressentiment social? En gros, qu'est-ce qui ne va pas dans le rapport des travailleurs et des travailleuses à leur travail? Ce qui ne va pas, c'est les conditions de travail. D'abord, ce qu'on montre dans l'ouvrage, c'est que les conditions de travail ne sont pas bonnes en France, qu'elles sont moins bonnes, voire extrêmement moins bonnes que dans la plupart des pays européens. Pour citer des exemples, on a 2 fois plus d'accidents mortels par jour en France qu'en Allemagne. Pour citer un autre exemple, on a 1500 accidents du travail par jour. Donc on a vraiment des difficultés qui se mesurent comme ça, qui se mesurent aussi par les burn-out, qui se mesurent par un taux de troubles musculo-squelettiques et de risques psychosociaux, donc des choses que mesure la sécurité sociale qui sont élevées en France. Donc les conditions de travail, la santé au travail, ça va pas. Deuxième chose, c'est le sentiment que c'est de plus en plus dur parce qu'il y a une intensification du travail. En fait, on demande aux gens d'en faire toujours plus, dans un temps toujours plus contraint. Il y a des chercheurs qui parlent du modèle de la hâte ou du travail pressé. Et donc, beaucoup de salariés se sentent sous contrainte physique, mais aussi psychologique et sous pression. Donc ça, c'est un peu les conditions de travail. Ce qui ne va pas du coup, c'est aussi la façon dont le travail est organisé et dont il est managé. Et donc ça, c'est typiquement les formes d'organisation du travail, le management à la française, qui est extrêmement vertical. Les décisions sont prises de loin, d'en haut, par quelques managers, par quelques directeurs généraux qui fixent la stratégie de l'entreprise, qui fixent des objectifs, et après c'est censé descendre et être mis en œuvre. Et c'est le sentiment qu'on impose à la plupart de ceux qui sont au travail un certain nombre d'objectifs, sans bien avoir réfléchi, surtout sans leur avoir demandé leur avis, et que c'est de plus en plus intense. Et donc il y a un ressentiment, à la fois parce que les conditions se sont dégradées, parce que le collectif de travail s'est délité, et parce qu'on vous traite comme un numéro, comme quelque chose qui doit juste être comme une machine, en faire de plus en plus. Peu de possibilités de se faire entendre. Le travail que l'on fait n'est pas vraiment reconnu. On peut donner un exemple typique, les travailleurs et les travailleuses essentielles, les personnes qui ont dû sortir de chez elles pendant les confinements pour aller travailler chez les autres, c'est 32% des emplois, c'est énorme. Eh bien ces personnes, on les a reconnues à 20h pendant les confinements, on a applaudi, très bien. Mais une fois que les confinements étaient terminés, il y a eu un petit peu d'augmentation pour certaines personnes dans la santé, mais absolument pas pour l'ensemble de ces travailleuses et ces travailleurs essentiels, qui sont essentiels, c'est la santé, la sécurité, la logistique, le soin aux autres, travailler dans les EHPAD. Nous, ce qu'on montre dans le bouquin, c'est que ces gens-là, en termes de salaire, c'est 20% de moins en moyenne que les salaires français. C'est beaucoup moins de temps de travail, c'est beaucoup plus d'horaires contraints, c'est beaucoup plus de difficultés. Donc il y a des difficultés et elles ne sont pas reconnues, elles ne sont pas valorisées en France. Donc il y a ce ressentiment, je bosse, ça sert à quelque chose, je bosse de plus en plus dur, et en face, eh bien, les chefs ne me reconnaissent pas, ils renforcent la pression, et puis on n'en parle pas tant que ça. C'est effectivement le problème de la campagne. On n'en parle pas tant que ça, c'est-à-dire qu'on en parle par le biais du pouvoir d'achat, des augmentations de salaire, qu'on va entendre, en fait, les 3 blocs sont en train d'essayer de faire des propositions là-dessus, mais sur les conditions de travail, sur la reconnaissance de l'importance de ceux qui sont au travail pour le bon fonctionnement de l'économie et de la société, ça on n'en parle pas beaucoup.
On va revenir dessus, mais d'abord une question, tu as pointé à juste titre ce chiffre de 32% des travailleurs et de travailleuses qui avaient été jugés essentiels, notamment pendant la crise du Covid, mais qu'est-ce que tu fais en fait des 68 autres pourcents, du coup, qui sont considérés comme non essentiels? Et je voudrais relier cette question à la question du sens du travail, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce qui se passe sur le poste, la façon dont est exercé un management sur le travailleur ou la travailleuse, la façon dont il va pouvoir se mouvoir, est-ce qu'il doit porter des charges lourdes, comment est-ce que porter une charge lourde, ça va avoir un impact sur sa santé au travail, etc. Mais il y a aussi la question de qu'est-ce que tu produis, dans quelle chaîne de production tu te situes. Et je te prends différents exemples, mais si tu travailles par exemple dans l'industrie de l'armement, ou si tu travailles dans l'industrie des hydrocarbures, ou si tu travailles, je ne sais pas, dans une start-up à la con, en gros, qui produit à la fin des choses complètement inutiles pour la société, comment est-ce que là aussi il peut y avoir un problème? C'est-à-dire que j'imagine les gens qui travaillent chez Total ou chez je ne sais quel autre, ou chez Dassault, qui produisent des armes, qui soient secrétaires ou sur la chaîne de production, je me dis mais comment est-ce que eux, ils ressentent tous les débats qu'il y a dans notre société sur les questions écologiques, sur les questions de la paix dans le monde, etc. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un problème, sachant que, et j'en terminerai là-dessus, l'industrie de l'armement en France est quand même assez structurante, hein, c'est des centaines de milliers d'emplois. Voilà, et Total aussi. Et Total aussi. Alors, on a rassemblé plusieurs contributions dans l'ouvrage sur le sens du travail. Et ce qui est clair, c'est que la finalité de son emploi se ressent à la fois à l'intérieur de l'organisation dans laquelle on travaille, que ce soit une entreprise, un service public, etc. Est-ce que j'ai moi-même une activité utile au sein de cette organisation? Et puis, la deuxième question du sens, c'est et mon organisation, mon entreprise, mon service public, est-ce qu'il a un sens? Et c'est clair que il y a, alors au-delà de ce qu'on a appelé essentiel par rapport au Covid, mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est évident qui sont utiles. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est certainement pas les plus diplômés. Puisqu'on va trouver, donc il y a des enquêtes qui ont été menées par notamment Thomas Coutreau et Coralie Pérez, hein, qui montrent qu'on va trouver des gens pour qui leur travail fait évidemment sens, dans le bâtiment. Je construis des routes, je construis des maisons, dans la santé, bien évidemment, dans l'éducation, donc qui n'était pas considéré comme essentiel, parce que ça pouvait se faire depuis la maison. Hein. C'est pour rappeler que c'est une définition assez restreinte d'essentiel. Mais et puis les aides à domicile, bien évidemment, c'est utile. Puisque tu fais sans doute allusion à ça, ce que David Graeber avait appelé les bullshit jobs, c'est beaucoup plus chez les cadres, où on est dans le management, dans faire tourner, dans essayer de reconstruire l'organigramme, des stratégies, etc. Et c'est confirmé par Thomas Coutreau et Coralie Pérez. L'endroit, le secteur où il y a le moins de sens de travail, c'est le secteur bancaire. Donc ça, c'est assez intéressant de le voir. Donc c'est pas lié au niveau diplôme, etc. Mais c'est pas seulement lié non plus à l'entreprise dans le monde. Ce que tu dis en disant Total, en disant... oui, ça, c'est pas des bullshit jobs. Voilà. Il y en a aussi. Il y en a aussi à l'intérieur, mais mon sens au travail, il se pose aussi par rapport à la question de savoir si j'appartiens à une équipe qui fonctionne bien, donc plutôt bonne ambiance, etc. Et puis si je sers à quelque chose dans l'entreprise. Dans le service public, etc. Donc ça, c'est une nuance à apporter, parce que quand on parle de grandes démissions, de remise en cause des jeunes vis-à-vis du travail, la question n'est pas seulement est-ce que je contribue ou pas à la dégradation de l'environnement ou aux divisions sociales. Cela dit, ces grandes questions-là se posent bien évidemment, mais elles nous éloignent un peu de la question des conditions de travail, de la question du ressentiment, qui là est ressenti par les gens qui ne se posent pas la question du sens du travail parce qu'ils sont dans le bâtiment, dans la santé, etc., mais qui se posent beaucoup de questions sur leurs conditions de travail et la reconnaissance qui leur est accordée. Et là, on a cette tension, c'est que je suis fortement convaincu, et apparemment la société, de l'utilité de mon travail, quand je fais de la collecte de déchets, quand je fais de la logistique, quand je fais de la santé, et pour autant, mes conditions de travail sont déplorables et je suis très mal payé. Là, il y a vraiment un problème.
Tu as dit tout à l'heure que ces travailleurs et ces travailleuses qui avaient un ressentiment social sur leur poste de travail étaient empêchés dans notamment leurs revendications et lorsqu'ils demandaient en gros d'avoir de meilleures conditions de travail, ils n'arrivaient pas à trouver les voies et moyens pour les obtenir. Pourtant, il y a deux chemins principaux pour essayer de les obtenir. D'une part, la grève, le rapport de force des travailleurs et des travailleuses, notamment par le truchement des syndicats, et d'autre part, puisqu'ils peuvent agir sur le cadre des conditions de travail, il y a le législateur. Le législateur, on peut envisager des nouvelles lois, etc., ou même au niveau du gouvernement, des règlements pour mieux encadrer les conditions de travail et les améliorer. Qu'est-ce qui fait que ces deux façons en fait d'essayer d'améliorer les conditions de travail sont aujourd'hui bouchées? Pourquoi est-ce que ça ne bouge pas? Pourquoi, et j'en terminerai là-dessus, il y a eu une grande mobilisation sociale, notamment sur la question des retraites, qui parle aussi dans une certaine mesure des conditions de travail. Ça n'a débouché sur rien, puisque, en tout cas, la réforme des retraites a quand même eu lieu et la durée de cotisation a été allongée. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de transformation en fait de ces mobilisations en modification et en amélioration des conditions de travail? Alors je pense d'abord il faut revenir à ce que tu disais, être la parole des salariés ou des personnes au travail est empêchée dans les entreprises, dans les services publics. Je pense qu'il faut d'abord partir de là. Et effectivement, on a très peu d'instances où l'on peut exprimer son point de vue sur la stratégie de l'entreprise. Bon, on n'est pas représenté dans les conseils d'administration des entreprises en général, et puis pour les petites boîtes, c'est le patron qui décide ou la direction. On est empêché, il n'y a pas vraiment d'instance où on va donner son avis, réfléchir, faire progresser l'organisation du travail. La façon dont on a conçu le process de production, etc. C'est pas prévu, c'est là aussi les directions qui décident. Et les instances où on pouvait parler des conditions de travail, des problèmes de santé, etc., elles ont été fortement restreintes. Ça s'appelait les CHSCT, donc des conseils dans lesquels on examinait les questions de santé, d'hygiène et de sécurité au travail. Et elles ont été supprimées par les ordonnances Macron et ça a été fusionné dans un seul truc, le CSE en entreprise, et il y a de moins en moins de temps pour parler de tout ça. Donc le fait à la fois de s'exprimer sur les visées de l'entreprise, sur les objectifs de mon boulot et sur les conditions de mon boulot sont de moins en moins possibles au sein des entreprises. Et du coup, les représentants syndicaux ont peu de temps pour le faire, ils ont beaucoup de choses à faire, ont peu de temps pour échanger. Donc la parole est effectivement empêchée dans l'entreprise. Alors pourquoi on ne voit pas forcément de débouchés au dehors de l'entreprise, dans les deux canaux syndicaux et politiques, comme tu le dis? Pour les syndicats, je ne suis pas complètement sûr. La réforme des retraites, elle a débouché sur deux choses. Un renforcement très fort de la légitimité des syndicats. On voit bien que les syndicats apparaissent plus comme des porte-paroles légitimes des problèmes des Français au travail, puisqu'effectivement, la mobilisation contre la réforme des retraites, elle a été vraiment pour dire « je ne peux pas travailler 2 ans de plus dans ces conditions ». Et les syndicats ont su l'exprimer. Le problème, c'est que la réforme des retraites, et moi je l'avais dit à l'époque, dès le mois de janvier, elle a aussi débouché sur une montée du Front National, du Rassemblement National. Très clairement. Et là, je pense que... Donc, pour revenir sur tes deux canaux... On va revenir sur la question du Rassemblement national. Mais sur la question syndicale, c'est que les syndicats sont divisés, relativement faibles. Il n'est pas évident pour le salarié de se dire c'est le syndicat qui va être le mieux à même d'exprimer des choses et d'améliorer mes conditions de travail. Donc il y a encore du travail syndical à mener là-dessus, même si je pense qu'il y a eu des progrès. Le point à souligner sur les syndicats, c'est qu'ils n'ont pas forcément l'habitude, la culture et les compétences pour parler de l'organisation du travail et du management. Parce qu'en France, depuis au moins l'après-Seconde Guerre mondiale, les questions d'organisation du travail, les questions du management, elles ont été préemptées par le patronat. C'est vraiment la chasse gardée. Et moi, c'est un des problèmes que j'ai actuellement, c'est d'arriver à échanger avec les représentants patronaux, des directions, etc., de ce qu'il y a dans le bouquin, des conditions de travail, etc. En gros, ils ferment la porte, ils disent c'est pas votre problème, c'est notre problème, et de toute façon, vous exagérez les problèmes. Les Français aiment se plaindre, etc. Et on l'a bien vu dans la négociation sur la qualité de vie au travail, le MEDEF, il a fermé les portes, il a dit la question, c'est la question de combien il y a de seniors en emploi, c'est pas la question des conditions de travail, des formations, etc. Donc les syndicats ne
sont pas forcément équipés pour le faire, et ça c'est aussi un enjeu très fort, à la fois de compétences, de légitimité et d'instance pour pouvoir le faire. Sur le débouché politique, c'est délicat de savoir qu'est-ce que le politique a à dire et qu'est-ce que le politique doit, donc le législateur, et doit laisser aux partenaires sociaux pour le négocier. On peut imaginer quand même que l'organisation du travail et en partie les conditions de travail, c'est mieux si c'est négocié, si le point de vue de ceux qui savent faire, c'est-à-dire les travailleurs, est pris en compte au niveau local. Le danger, c'est trop de décentralisation de la négociation ou pas de négociation du tout. Donc c'est un équilibre à tenir qui n'est pas très bien tenu en France, puisque clairement les conventions collectives et d'une part et la législation, elle entoure le droit du travail, donc elle pose des conditions de prévention, de sécurité qui sont mises à mal aujourd'hui parce qu'il y a peu de médecins du travail, il y a de moins en moins d'inspecteurs du travail, donc il y a une difficulté à contrôler et à s'assurer que le droit est respecté. Il y a une critique du patronat, trop de droits, trop de règles, ça nous étouffe, ça nous empêche d'innover. Donc il y a effectivement une question à se poser sur quelles nouvelles règles mettre en place, quelles nouvelles instances mettre en place, et se donner les moyens de vérifier que les règles qu'on a adoptées sont bien mises en œuvre. Ce qu'on a pu montrer par exemple dans le bouquin, c'est que c'est pas du tout mis en œuvre. Vraiment les conditions de travail sont archi déplorables dans la sous-traitance. Plus on sous-traite, plus il y a de pénibilité, plus il y a d'accidents du travail. Donc là, il y a des efforts à faire de contrôle comme d'amélioration des situations. Alors maintenant, je vais te poser la question du Rassemblement national. Ouais. Tu disais, le problème de la mobilisation contre la réforme des retraites, c'est que, bon, certes, elle a permis de restructurer les syndicats et de reposer la place des syndicats à l'intérieur du monde genre politico-syndicaux de travail français, mais elle a permis une dynamisation aussi du Rassemblement national. En quoi? Pourquoi? Alors, moi, il y a plein de raisons. La première, c'est que la réforme en elle-même, elle ciblait plus que les autres un électorat au cœur du vote Rassemblement national, à savoir les classes moyennes les moins aisées, puisque la réforme les touchait à plein, il n'y avait pas de filtre de compensation, alors qu'il y avait certaines mesures pour les hommes, pour les carrières longues, beaucoup moins les femmes en fait, et puis les cadres s'étaient fait à l'idée de travailler plus longtemps de toute façon. Donc il y avait quand même... et puis, cette façon d'imposer la réforme, quoi que les Français et les Françaises disent et manifestent, cette façon de mentir sur les 1200 €, pour ceux qui s'en souviennent, ça alimente le populisme. Ça dit, vous voyez, moi je vous dis que les élites vous méprisent, que les élites vous mentent, que les élites sont contre vous. Donc il y a une des bases du discours populiste, là ça a été complètement alimenté. Mais le point le plus structurel, le plus fondamental, qu'on retrouve en France, mais qu'on retrouve dans plein de pays européens, puisque un peu partout l'extrême droite monte, avec des votes ouvriers, avec des votes employés, c'est que le débat public se retrouve un peu structuré comme la situation dans les entreprises. Ce dont on parlait tout à l'heure, c'est un sentiment de devoir en faire toujours plus et de ne pas arriver à être ni entendu ni reconnu en entreprise. Ressentiment social. Eh bien, un peu ce sentiment pour beaucoup de personnes au travail dans le débat public. Qui parle de moi ? Qui parle de mes conditions de travail? Qui parle de mes difficultés? Qui me reconnaît? Certainement pas Macron, certainement pas ce gouvernement qui dit vous êtes des feignants, va falloir travailler plus, vous coûtez trop cher, le travail coûte trop cher, les riches doivent payer moins d'impôts, vous en fait vous avez un budget de plus en plus contraint. Ça a été très bien montré par Claire Blavier, donc c'est certainement pas les élites et donc les partis qui sont derrière Emmanuel Macron, et la gauche a peut-être pas suffisamment parlé de ces questions-là non plus. Elle a été sur d'autres sujets. Elle est divisée aussi, jusqu'à présent, elle a été divisée. Ce qui a aussi fait la force des syndicats, c'est d'avoir fait l'unité. En face de ça, le Rassemblement national, il est unifié. Ça, donc je n'ai jamais entendu parler de conditions de travail. Mais le Rassemblement national, c'est là son ambiguïté. Mais le premier point qu'il faut comprendre, c'est que le Rassemblement national se pose de plus en plus, et depuis une quinzaine d'années, comme le parti de ceux qui travaillent dur. Donc il y a le mot travail. D'accord. Et comment il fait? Il dit, moi je défends ceux qui travaillent dur contre les élites, qui les méprisent et les écrasent, et contre les gens d'en dessous, les assistés, les cassos et les immigrés. Ce qui est en plus faux en termes de composition, de réalité, etc. Mais c'est comme ça qu'ils font croire qu'ils s'adressent à la classe de ceux qui travaillent. En revanche, effectivement, le Rassemblement national, il est complètement sec sur les conditions de travail, sur le management, sur l'organisation du travail. Ça, il n'en parle jamais. Et
En partie parce qu'ils ne connaissent peut-être pas suffisamment les conditions de travail. C'est pas complètement vrai. Il y a maintenant des infirmières, il y a des élus qui viennent aussi de ce monde-là. Mais c'est surtout parce qu'ils ne veulent pas choquer une autre partie de leur électorat, qui sont les petits patrons. Les patrons à la tête de petites entreprises, les artisans, les commerçants. Et si on commence à leur parler de conditions de travail, de management, de salaires trop élevés, etc., alors ils risquent de s'éloigner du Rassemblement national. Et donc il faut tenir deux électorats qui ont des intérêts contradictoires. Je pense qu'on peut le dire comme ça, en tout cas sur les questions et de salaire et de conditions de travail. Et donc l'ambiguïté du Rassemblement national, c'est de parler de ceux qui travaillent contre les autres, mais pas d'en parler de l'intérieur. Et quand ils leur promettent des améliorations, on le voit bien sur les salaires par exemple. Donc ils promettent une augmentation des rémunérations pour répondre à la demande de pouvoir d'achat. Mais ils ne vont pas le faire en augmentant les salaires, ils vont le faire en baissant les cotisations sociales, donc en répondant à leur demande de cette deuxième partie de l'électorat, baisser les charges sociales, baisser le coût du travail. Donc on voit bien comment ils essaient de tenir l'intérêt. Et on voit bien aussi la voie qui s'ouvre pour la gauche. La gauche, elle, n'a pas d'obstacle à parler des conditions de travail, de l'organisation du travail, de la démocratie au travail. Ça doit être, je crois, j'essaye de le dire avec bien d'autres, Dominique Méda notamment, ça doit être un des enjeux majeurs du conflit politique et du positionnement des uns et des autres. Pour autant, et ce sera ma dernière question, tu trouves que, si j'ai bien compris, la gauche n'est pas tout à fait à la hauteur sur ces sujets-là. Parce que moi, c'est vrai que quand je les écoute, notamment pendant la campagne des européennes et encore plus là pendant le début de cette campagne législative, je les entends surtout parler d'investissement, c'est très bien. Je les entends parler d'augmentation des rémunérations. Parfois légèrement du temps de travail, notamment du temps de travail dans la semaine. Ils disent oui, 35 heures, parfois on entend parler de 32 heures, etc. Mais rarement on les entend parler vraiment de ce qui se passe sur le poste de travail. Est-ce que ça c'est un problème? Et surtout, est-ce que c'est leur rôle en fait de parler de ça? C'est ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'une partie des partis de gauche s'est éloignée de ces questions-là. Pour certains qui ont visé d'autres électorats, plus de centre-ville, plus éduqués, etc., sur d'autres sujets, l'environnement par exemple, etc. Et à mon avis, ça ne devrait pas être contradictoire, mais bon, il y a eu un élément. Et puis, il y a aussi des hésitations, c'est est-ce que c'est mon rôle? Est-ce que je ne marche pas sur les plates-bandes des syndicats? Et alors là, on retrouve en fait un jeu de mistigris, puisque les syndicats ne sont pas forcément équipés, compétents, et c'est un enjeu qui n'est pas complètement nouveau, bien sûr, mais qui est vraiment à investir, à conquérir un nouveau frais pour les syndicats, et donc les partis se disent c'est peut-être leur rôle. Et on retombe sur la question de savoir qu'est-ce qui relève de la législation, qu'est-ce qui relève de la négociation collective. Puisqu'on parle beaucoup de Front populaire, les deux ont avancé ensemble en 1936. Il y a eu un gouvernement qui a été poussé et qui s'est appuyé sur les syndicats, et il y a eu des négociations qui ont débouché sur les accords de Matignon. Et c'est très clair que la dynamique du Front populaire a été une dynamique où les uns nourrissaient les autres et ils avançaient ensemble. Les fameuses conquêtes sociales du Front populaire, les 2 semaines de congés payés, c'est une demande des syndicats, c'est de la grève et c'est une loi in fine. Mais par contre, l'augmentation de plus de 15%, de 17% je crois des salaires, c'est une demande des syndicats portée par Matignon, signée dans les accords de Matignon avec les partenaires sociaux. Donc voilà, c'est... Ça veut dire que là, en ce moment, il y a quand même aussi un Front populaire qui dépasse juste le cartel de partis. Comme on voit, la CGT a appelé à voter Front populaire. Il y a de nombreuses associations aussi qui sont investies dans le Front populaire. C'est-à-dire que c'est un mouvement plus large et qui ressemble un peu au mouvement de 35-36. Ceux qui font référence au Front populaire, c'est à ça qu'ils pensent. Et la dynamique. Mais moi, pour ce qui nous intéresse, c'est que si on veut que le travail émerge comme un enjeu à la fois politique et social, il faut qu'il n'y ait plus ce jeu de mystigris. C'est que tout le monde se sente concerné. Et j'ai dit la gauche tout à l'heure, mais si Emmanuel Macron veut se sentir concerné, je pense qu'il est tout à fait bienvenu. Et d'ailleurs, moi, j'ai travaillé aussi avec Astrid Panosyan-Bouvet, qui est une députée Renaissance, qui est très consciente de ces enjeux et qui essaie d'en faire parler. Et je pense que tout le monde a y gagné à ce que ça devienne un enjeu politique majeur, parce que les Français vont s'y reconnaître. Beaucoup de Français qui sont mal reconnus au travail et qui du coup vont faire plus confiance à la démocratie, tout simplement. Eh bien, espérons que dans les 10 derniers jours de cette campagne, la question du travail retrouve un peu du poil de la bête et devienne centrale un peu plus que toutes les autres questions qui parfois
qui souvent ne font que nous diviser dans notre pays. Merci beaucoup Bruno. Merci.